l'un de mes passages préférés, la rage qui se dégage des reines, ah, c'est un kiff. C'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup cet animé, le tremblement de terre. Alors écoutez, aujourd'hui, on va parler des 10 raisons pour lesquelles SNK a rencontré un succès colossal. Ça va être le sujet de cette vidéo, j'ai choisi quelques points. Ça va envoyer du lourd, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Avant de commencer, savez-vous comment Isayama a eu l'idée des Titans? Savez-vous de quels troubles souffre Levi? Avez-vous remarqué le caméo en référence à Breaking Bad? Restez bien jusqu'au bout, les réponses à ces questions et d'autres anecdotes sympas sont cachées dans cette vidéo. Première raison, on commence bien évidemment, ça se retrouve dans le titre, avec la notion de titan. Bien évidemment, c'est ça qui apporte toute la particularité de cette œuvre, ça ne laisse vraiment pas indifférent. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite anecdote. Figurez-vous que j'ai découvert cet animé en 2013, qui m'a été présenté par Mr. Lonely, que je salue. La première fois que j'ai vu ça, vraiment, il y a un sentiment qui s'est dégagé. J'étais mal à l'aise en fait. Je trouvais qu'il y avait un côté obscène avec ces titans gigantesques à forme humanoïde, nus. Shingeki no Kyojin nous propose une analogie. C'est comme ça que j'ai vu les choses dès le début. Le rapport entre l'homme et la nature. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas l'homme qui est le prédateur, qui chasse tout et n'importe quoi, qui dévaste son environnement comme on le voit en ce moment. Non, il est la proie. Donc c'est une piste de réflexion pour nous, puisqu'on se met à la place notamment des animaux, comment ils voient l'homme, comment ils voient les prédateurs. Moi, c'est comme ça que j'ai perçu l'œuvre dans le premier épisode. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal, c'est intéressant d'inverser les rôles. Deuxième explication de ce succès colossal, les lecteurs et les spectateurs sont impliqués dans cette horreur. De l'empathie se développe pour les différents personnages qu'on voit se faire dévorer vivants. On les défend, on connaît certains plus que d'autres, on n'a pas envie de les voir disparaître. On rentre facilement dans la peau de ces différents personnages tellement l'atrocité est décrite et développée dans les moindres détails. Et deuxième point, c'est vraiment particulier, je trouve ça pas mal, il y a un seul camp au début dans l'histoire, du coup toute l'humanité se retrouve à affronter les titans. Et c'est vraiment pas mal parce que ça fédère de par cette union contre un ennemi commun. D'ailleurs, c'est une technique que certains emploient en politique. Le but d'Isayama est différent puisqu'il intègre ce fonctionnement social dans son récit afin d'impliquer le lecteur et de le pousser à voir la suite. Shingeki no Kyojin. En troisième point, on va parler bien sûr du génie d'Isayama à l'écriture. Alors tant au début de l'œuvre, il n'est pas bon en dessin, il est très moyen. Et là où cet auteur se démarque au départ, c'est dans son intrigue, dans l'histoire qu'il va développer, qui fonctionne, qui fait vraiment mouche. Il y a une gestion du rythme au début de l'histoire qui pousse à voir la suite jusqu'à être accro. Comment il fait ça? Notamment avec l'arc Trost. Dans l'animé, d'ailleurs, souvenez-vous, la lutte pour le district Trost, partie 1 à 9, il y a carrément 9 épisodes là-dessus, ça dure un petit moment, c'est très rythmé, la guerre dès le départ, et à la fin de cet arc, ça y est, on est accro, on veut voir la suite, on apprécie des personnages, etc. Ça fonctionne très bien. Là également où est très fort Isayama, c'est qu'il va introduire des éléments d'intrigue, des mystères, des secrets dont on va avoir les réponses parfois que très tard, comme le secret de la cave avec le père d'Eren, Grisha. Et ça fonctionne hein, parce que pendant des années, on est là, on attend, on veut les réponses. Il a bien compris une chose, c'est que la curiosité de l'être humain est intéressante à exploiter lorsqu'il s'agit de divertissement et de fiction. Quatrièmement, vous l'aurez remarqué, ce sont l'utilisation de références à la pop culture. Elles sont nombreuses, n'hésitez pas à m'en citer si vous en trouvez d'autres. Toutes ces références peuvent sembler hasardeuses, tellement elles sont différentes, mais tout s'additionne afin de créer un univers original, celui de l'attaque des titans. Bien sûr, on a les titans qui sont proches du phénomène zombie The Walking Dead, qui était vraiment à son apogée dans les années 2010, lors de la sortie de SNK. Le principe est le même, la survie, se faire dévorer par des êtres atroces. On a aussi une référence à Spider-Man, avec l'équipement de manœuvres tridimensionnelles, et bien sûr les transformations qui sont très nombreuses en titans, référant
référence bien sûr au shonen, Dragon Ball, One Piece, Naruto, où les transformations rendent les personnages très classe. Sauf que là, c'est un clin d'œil d'Isayama aux mechas, qui sont ultra populaires dans la culture japonaise, Gundam, etc., et notamment Evangelion. Alors, je pense que c'est surtout un clin d'œil de 8 studios, mais Isayama s'est inspiré aussi parce que le principe est le même, des êtres gigantesques et des enfants à l'intérieur qui sont là en train de piloter, sauf que là, c'est pas un mecha, c'est pas un robot, c'est un titan qu'on va contrôler. SNK est un manga d'inspiration européenne plutôt que japonaise. Du coup, ça casse les codes. Les Japonais découvrent des aspects de l'Europe médiévale, alors que nous, les Occidentaux, les Européens, les Américains, on trouve une facilité à s'identifier à cette histoire. Déjà, il y a beaucoup de références germaniques au début de l'œuvre, ça ne sera pas passé inaperçu. Les prénoms, les OST en allemand, et la ville de Nordlingen, en Bavière, qui a inspiré bien sûr les murs qu'on voit dans l'attaque des Titans. Et toutes ces références sont en fait des indices. C'est une analogie SNK. À la Seconde Guerre mondiale, ça arrive que très tard, on en a la confirmation avec le développement, avec Mar notamment. Beaucoup parmi nous ont étudié l'histoire, et notamment cette période-là. On a des proches, de la famille qui a été touchée par ce conflit. Du coup, c'est pas un simple divertissement, c'est une histoire qui permet à chacun de s'y identifier, et c'est percutant. Sixième point, bien sûr, 8 studios qui subliment l'œuvre, un travail exceptionnel. Et ils ont même réussi à faire quelque chose, c'est rendre meilleures certaines scènes de l'animé avec des ajouts bien pensés. Au-delà de la qualité des animations, des dessins en général, le studio s'est surpassé dans tous les aspects afin d'apporter sa marque, son inspiration. C'est un nouveau format d'animé avec des saisons courtes, mais un travail exceptionnel, des OST dignes du cinéma. C'est devenu une marque de fabrique. Et vraiment, je vous le dis, c'est une époque exceptionnelle pour voir des animés. Pour moi qui ai connu les années 90, avec des scènes, des animations qu'on revoyait plusieurs fois par épisode, ça n'avait rien à voir. Septième raison, un shonen dans les codes. Et oui, il y a débat là-dessus. Est-ce que c'est un shonen, un seinen? Voilà, on va en discuter. Mais il y a des thématiques vraiment matures, dramatiques et violentes. C'est une intrigue qui va se démarquer au point de se rapprocher d'une série télé avec sa maturité. Beaucoup de spectateurs sont étrangers du monde des mangas et des animés, pourtant ils vont regarder l'Attaque des Titans. Regardez un petit peu avec la saison 4, ça a été particulièrement flagrant sur les réseaux sociaux. Il y a une portée globale des gens qui sont complètement étrangers à ce monde et qui vont regarder. D'ailleurs, dans cette histoire avec ces codes si particuliers, chaque perso peut y rester à tout moment. La peur des lecteurs jusqu'à la fin est présente, notamment sur Instagram, je me souviens, ou sur Twitter. Isayama avait un compte perso et les lecteurs passaient leur temps à lui dire « Sensei, s'il vous plaît, laissez en vie Annie, Jean, Armin, etc. » Chacun voulait que son perso favori reste en vie à la fin de l'histoire. La série se vit à 200 à l'heure. Tout peut arriver et Isayama le prouve avec Eren qui se fait dévorer à l'épisode 5 de la saison 1. On parlait du succès colossal, et oui, il est là, cette fameuse scène. Beaucoup de persos sont charismatiques dans l'œuvre, et c'est une recette qui fonctionne pas mal, notamment avec les Ackerman. La recette du personnage mystérieux est fort. On retrouve ça aussi avec Sig, et même Eren, le personnage principal, dès le début de l'œuvre, il montre des moments vraiment de classe et de charisme. Et tout cela se définit par la rage d'Eren contre les titans, une rage, une envie de se venger qui fait vibrer le spectateur, le lecteur, surtout qu'Eren laisse échapper ce sentiment lors des combats. Donc ça nous donne des affrontements vraiment épiques. Ça symbolise la lutte contre l'injustice, une évolution rapide que connaît Eren avec son titan dès la saison 1. Il est efficace au début, et ce n'est pas du coup un manga d'apprentissage, mais plutôt un manga qui va droit au but. Il faut en parler aussi en 9e raison,
C'est une publication mensuelle et non hebdomadaire. Bien sûr, je parle du manga, il faut suivre. Et détrompez-vous, c'est très important. Ça permet notamment à Isayama d'avoir une période plus importante pour travailler son histoire. Voilà pourquoi il y a un tel écart entre ce shonen et les autres. Alors, je vous donne le topo, hein, c'est un exemple, mais Isayama a 1 mois pour préparer un chapitre. Disons qu'il va avoir 1 semaine pour préparer son histoire. En comparaison avec les autres auteurs qui vont peut-être avoir 1 jour, 2 maximum. Et je vous le dis, moi en ce moment qui écris ma propre histoire, des fois on est face à des pannes d'inspiration. On peut attendre plusieurs jours, plusieurs semaines pour trouver des idées, donc c'est pas évident. Aussi, il y a plus de pages, l'histoire avance vite pour le lecteur, mais il y a de grosses pauses, donc ça crée quelque chose, c'est une attente, une impatience. On se lasse moins car on a moins de chapitres, et du coup on n'en a jamais assez. Je me souviens par exemple, dans les années 2000, je lisais Naruto, et il m'arrivait des fois pendant des mois de pas lire de chapitres, c'est-à-dire d'être un petit peu lassé. 人との信頼だ。 Qui se souvient de ce passage-là? Vraiment, aïe, 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 aïe. Vraiment, rappelez-vous à l'époque, lorsqu'on lisait les chapitres, c'était complètement fou. Et Isayama joue là-dessus. C'est la 10e raison du succès de son œuvre, c'est qu'il joue très bien avec notre curiosité, avec les indices qu'il va laisser ci et là. On en a parlé, la publication est mensuelle, propice à la spéculation sur la suite, l'interprétation des 40 pages en cours qu'on vient de lire. Donc, un phénomène a été très présent sur internet, ce sont les discussions sur les forums, sur les réseaux sociaux, qui n'ont cessé d'accroître la popularité de cette œuvre. Et c'est pas tout, parce que Isayama va instaurer beaucoup de foreshadowing dans les dialogues, des indices sur la suite. Tout est propice à l'interprétation et il fait ça très bien, à l'instar d'Hideo Kojima dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il joue sur ce sentiment humain, la curiosité. Longtemps à l'avance, il va savoir ce qu'il va se passer dans son œuvre. D'ailleurs, l'œuvre connaît une complexité inattendue à partir de la partie 2 de la saison 4. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le manga, vous verrez, il y a une infinité de possibilités qui viennent s'installer avec toutes ces informations nouvelles que je ne vais pas aborder pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié. D'ailleurs, merci aux membres soutiens, votre apport est très important, notamment pour l'histoire que je suis en train d'écrire, le projet The Tokyo Dream. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a plein d'avantages pour vous. Merci et à très vite pour d'autres contenus.